Quand je me suis vue accoucher à 65 ans, les gens du village ont failli tomber à la renverse. Ils disaient que c'était un miracle, un scandale ou une folie de la ménopause. Mais moi, je savais très bien qui était le père, et c'était justement celui que personne ne pouvait imaginer. Le scandale n'a pas été plus grand uniquement parce que je suis restée muette, stoïque, avalant le brouhaha en silence, tout en portant dans mes bras ce petit garçon qui semblait être un mélange de péché et de rédemption. Avez-vous déjà senti le monde vous juger tout en étant certaine d'avoir fait le bon choix? C'est exactement ce qui m'a permis de tenir bon. Je m'appelle Geneviève Dubois, j'ai 65 ans et j'habite à Sainte-Marie-la-Vieille, au cœur de l'Occitanie. J'ai été professeure des écoles toute ma vie, une femme de respect, de celle que le village appelle un exemple. Après la mort de Jacques, je pensais que le temps où mon cœur battait la chamade était révolu. Mais la vie, elle, a décidé de me prouver le contraire. Et le prix de cette preuve a été élevé. Un amour interdit, un fils tardif, et le courage d'affronter le jugement de tous pour, enfin, vivre comme je n'avais jamais vécu auparavant. L'air dans la petite salle de bain était immobile, dense comme le silence qui s'était installé dans le cœur de Geneviève Dubois. Dehors, le soleil de fin d'après-midi en Occitanie déversait une lumière dorée sur ses géraniums, peignant le monde dans des tons de paix et de sérénité. Mais à l'intérieur, dans la pénombre du carrelage ancien et froid, la paix était un lointain souvenir. Ses mains, marquées par l'âge et le travail de la terre de son jardin, tremblaient en tenant le petit objet de plastique blanc. Dessus, 2 traits roses criaient une vérité impossible, un verdict que son esprit de 65 ans refusait d'accepter, enceinte. Le mot résonnait dans sa tête, non pas comme une promesse de vie, mais comme le son d'une porte de fer se fermant, l'emprisonnant dans un destin qu'elle pensait avoir déjà accompli et scellé. Son reflet dans le miroir taché au-dessus du lavabo montrait une étrangère. Les cheveux, d'un blanc argenté et attachés en un chignon lâche, la peau du visage une carte de fines rides qui racontait l'histoire d'une vie entière, de sourires, de larmes, de soucis pour ses enfants et petits-enfants, de la douleur d'enterrer un mari. Ce n'était pas le visage d'une future mère, c'était le visage d'une grand-mère, une veuve. Une boule lui monta dans la gorge, un mélange de panique et de nausée. Ses jambes flageolèrent, et elle s'appuya contre le mur froid, le son de sa propre respiration haletante remplissant le petit espace. Comment était-ce possible? C'était une erreur, certainement, une anomalie de l'âge, une farce cruelle de la biologie. Mais son corps, ces derniers mois, envoyait des signaux qu'elle avait obstinément attribués à tout le reste. La fatigue venait du jardinage, les nausées matinales de quelque chose qu'elle avait mangé, le retard de son cycle, déjà si erratique, un prélude à la fin définitive de sa féminité, et non sa renaissance la plus choquante. Le pire n'était pas la grossesse en elle-même, aussi absurde fût-elle. Le pire était le secret qu'elle portait, un secret qui, s'il était révélé, n'apporterait pas seulement l'étonnement, mais la honte, un secret avec un nom, un visage, avec les mêmes yeux que son défunt mari. Julien, son nom était un murmure dans sa conscience, la cause de ce miracle terrifiant. La vie, parfois, écrit des scénarios plus complexes que n'importe quelle fiction, tordant des chemins qui auraient dû rester parallèles. Et si vous appréciez les histoires qui explorent les profondeurs de l'âme humaine et ses rebondissements inattendus, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun chapitre. Le voyage de Geneviève ne fait que commencer, et son plus grand défi n'est pas la maternité tardive, mais le courage d'affronter le monde qu'elle a elle-même contribué à construire. Dehors, elle entendit le rire lointain d'un enfant dans la rue et le son familier de la cloche de l'église de Sainte-Marie-la-Vieille sonnant les 6 heures, des sons d'une vie normale, ordonnée, prévisible. Une vie qui, pour elle, venait de voler en éclats. D'un geste lent, presque cérémoniel, Geneviève enveloppa le test de grossesse dans plusieurs feuilles de papier hygiénique et l'enterra au fond de la petite poubelle. Personne ne devait savoir. Personne. Pour l'instant, ce secret n'appartenait qu'à elle, un poids écrasant dans son ventre et dans son âme. 1 an avant que ce test de grossesse ne vienne bouleverser son monde, la vie de Geneviève Dubois suivait un rythme aussi prévisible que les saisons qui peignaient le paysage de l'Occitanie. Sainte-Marie-la-Vieille n'était pas seulement un village, c'était un microcosme où tous les rôles étaient définis, et le sien était celui de la veuve du professeur. Après la mort de Jacques, victime d'un cœur qui avait simplement décidé d'arrêter de se battre,
Geneviève avait hérité non seulement de la maison en pierre aux volets bleus, mais aussi d'un manteau de respectabilité et de solitude. C'était une femme de routine. Elle se réveillait avec les premiers rayons de soleil qui s'infiltraient par la fenêtre de la cuisine. Et son premier acte était de s'occuper du jardin. C'était là, parmi les parterres de roses, de lavandes et de tomates, qu'elle trouvait une paix silencieuse. Ses mains, ridées mais agiles, arrachèrent les mauvaises herbes avec une détermination qu'elle n'appliquait plus à d'autres domaines de sa vie. Le jardin était son domaine, un lieu où la vie et la mort coexistaient naturellement, sans le drame et le jugement des hommes. Sa maison, qui avait été autrefois le théâtre des rires et des courses de ses 3 enfants, Camille, la pragmatique, Olivier, le pacificateur, et Sophie, la rêveuse, était maintenant un sanctuaire de silence. Les photographies au mur racontèrent l'histoire d'une famille heureuse. Pique-nique d'été, Noël sous la neige, remise de diplôme. Jacques, avec son sourire bienveillant et ses lunettes à monture épaisse, était sur presque toutes un fantôme bienfaisant qui planait encore sur chaque objet. Geneviève lui parlait en pensée, partageant les petites banalités du jour, le prix des poireaux au marché, la nouvelle recette de clafoutis qu'elle avait essayée, l'inquiétude pour le genou d'Olivier. Ses enfants, devenus adultes et ayant leur propre famille dans de plus grandes villes comme Toulouse et Montpellier, téléphonèrent le dimanche. Les conversations étaient affectueuses, mais empreintes d'une prévenance qui l'agaçait parfois. « Tu manges bien, maman ? N'oublie pas tes comprimés pour la tension. Ne force pas trop dans le jardin. » Il la voyait comme une figure fragile, une relique d'un temps passé qu'il fallait préserver. Et elle, en partie pour ne pas les inquiéter, jouait ce rôle. Sa vie sociale se résumait au marché hebdomadaire sur la place du village, où elle échangeait des salutations polies avec les voisins, et aux réunions du club de lecture à la bibliothèque municipale. On y parlait de romans, de politique locale, mais jamais des blessures plus profondes. À Sainte-Marie-la-Vieille, la douleur était une affaire privée. La solitude, quant à elle, était une condition acceptée, presque une vertu pour une veuve de son âge. Personne ne s'attendait à ce qu'elle refasse sa vie. Son histoire, aux yeux de tous, avait déjà été écrite, et le dernier chapitre avait été la mort de Jacques. Geneviève, résignée, croyait la même chose. Elle se sentait comme un livre posé sur une étagère, couvert de poussière, dont les pages ne seraient plus tournées par des mains curieuses. Elle était loin de se douter qu'un vent violent était sur le point de souffler, l'ouvrant à une page dont elle ignorait même l'existence. L'automne arriva avec sa mélancolie caractéristique, apportant avec lui des pluies persistantes qui s'abattèrent sur la région. Ce fut lors d'une nuit d'orage, avec le vent hurlant comme un loup blessé, que le passé commença à s'infiltrer, littéralement et figurément, dans la vie de Geneviève. Une tache sombre et humide apparut au plafond de la chambre d'amis, l'ancienne chambre de Camille. À chaque éclair, elle voyait la tache grandir, comme une blessure s'ouvrant dans sa maison, dans son refuge. Le lendemain matin, alors que le ciel gris pleurait une pluie fine, elle plaça un seau par terre pour recueillir les gouttes tenaces qui tombaient à un rythme déprimant. Ploc, ploc, ploc. Le son était un rappel constant de sa vulnérabilité. La maison, tout comme elle, vieillissait, cédait aux éléments. Elle téléphona à Olivier, son fils le plus pragmatique. « C'est le toit, maman. Probablement quelques tuiles cassées. Tu dois appeler quelqu'un. » Sa voix, à l'autre bout du fil, était calme et résolue. « Mais qui, Olivier ? Monsieur Gilbert a pris sa retraite, et les jeunes d'aujourd'hui demandent une fortune pour un travail pareil. » se lamenta-t-elle, l'inquiétude alourdissant sa voix. Il y eut une pause. Geneviève entendit son fils soupirer. « Écoute, je sais que ça peut être étrange, mais il y a Julien, le fils de papa. » Le nom plana dans l'air entre eux, chargé de décennies de silence et de malaise. Julien, le fils que Jacques avait eu d'une brève aventure de jeunesse, bien avant de rencontrer Geneviève. Une indiscrétion qu'il lui avait avouée dans les premières années de leur mariage, le visage baigné de honte. Jacques avait reconnu l'enfant, contribué financièrement, mais ne l'avait jamais intégré à la famille. Julien était une note de bas de page dans l'histoire des Dubois, une présence fantôme que Geneviève n'avait vue qu'une fois, furtivement, à l'enterrement de son mari. Un jeune homme grand et silencieux, avec les mêmes yeux marrons et mélancoliques que Jacques. « Julien ?» répéta-t-elle, la voix à peine audible. « Mais il vit près de Carcassonne, n'est-ce pas ? Et il s'occupe de toiture ? Oui, c'est ce qu'il fait. Il a une petite entreprise de réparation. On dit qu'il est très bon et honnête. Et, eh bien,
C'est la famille, d'une certaine manière. Peut-être qu'il ferait un prix plus juste. La logique d'Olivier était impeccable, mais ignorait la complexité émotionnelle de la situation. Je ne sais pas, Olivier. C'est compliqué. Pense-y, maman. C'est la solution la plus simple. Tu veux que je lui parle ? Geneviève hésita, le son de la goutte dans le seau faisant écho à son indécision. Appeler Julien, c'était comme inviter un morceau du passé secret de son mari chez elle. C'était remuer des os qu'elle préférait laisser tranquilles. Mais la tâche au plafond grandissait, et sa pension de retraite ne suffisait pas pour engager un inconnu à prix d'or. Avec un soupir de résignation, elle céda. D'accord, parle-lui. En raccrochant le téléphone, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, et ce n'était pas à cause de l'humidité de la maison. C'était le pressentiment qu'en essayant de réparer une simple gouttière, elle était sur le point d'ouvrir une brèche bien plus grande dans la structure soigneusement construite de sa vie. Une semaine plus tard, une camionnette blanche et usée, avec une échelle attachée sur le toit, se gara devant la maison au volet bleu. Geneviève épia à travers le rideau de dentelle de la fenêtre du salon, le cœur battant un peu plus vite. Un homme sortit du véhicule. Il était plus grand qu'elle ne s'en souvenait, avec les larges épaules de quelqu'un qui travaille de son corps. Il portait un jean usé et une chemise de flanelle, et ses cheveux sombres étaient coupés courts. Quand il se tourna et regarda la maison, elle retint son souffle. C'étaient les yeux de Jacques. Pas la couleur exacte, peut-être, mais le regard. Un mélange de sérieux et d'une tristesse subtile, une profondeur qui semblait porter le poids du monde. Il devait avoir environ 35 ans, estima-t-elle. Un homme fait, pas le garçon qu'elle avait imaginé. Elle ouvrit la porte avant qu'il n'ait eu le temps de sonner. « Bonjour, Julien, » dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Bonjour, Madame Dubois. » Sa voix était grave et calme. Il ne sourit pas, mais son regard était respectueux. « Olivier m'a dit que vous aviez un problème avec le toit. »« Oui, s'il vous plaît, entrez. » Elle le guida à travers la maison silencieuse, jusqu'à la chambre d'amis. Le seau par terre était presque plein. Julien regarda la tache au plafond, puis le seau, son visage impassible. Il n'y avait aucune gêne dans sa posture, juste du professionnalisme. Il se déplaçait avec une économie de gestes, une confiance en soi tranquille, qui contrastait avec la nervosité de Geneviève. « Je vais devoir monter pour voir l'étendue des dégâts, » dit-il, son regard parcourant la pièce. Ses yeux se posèrent brièvement sur une photographie sur la commode. Un portrait de Jacques et Geneviève le jour de leur mariage. Il détourna rapidement le regard, mais pas avant qu'elle n'ait remarqué une ombre indéchiffrable passer sur son expression. Pendant qu'il allait chercher l'échelle dans sa camionnette, Geneviève se sentit envahie. Sa présence était si différente de celle de Jacques. Jacques, c'était un intellectuel, un homme de livres et de mots, aux mains douces de professeur. Julien était un homme de la terre, du travail physique. Ses mains étaient grandes et calleuses, les ongles courts et propres, mais avec des traces de travail. Et pourtant, la ressemblance était là, dans la posture, dans la façon dont il inclinait la tête en évaluant un problème, et surtout, dans ses yeux. Voir Julien dans sa maison, c'était comme regarder une version alternative de sa propre vie, un chemin que l'histoire de Jacques aurait pu prendre. Il était l'enfant qui existait en marge, la preuve vivante d'un chapitre qu'elle et son mari n'avaient jamais discuté ouvertement. Et maintenant, ce chapitre était là, debout dans son salon, sur le point de monter sur son toit pour réparer les blessures du temps, sans savoir que sa simple présence était en train d'en rouvrir d'autres, bien plus anciennes et profondes. Les jours suivants, la maison de Geneviève cessa d'être un sanctuaire de silence. Elle fut remplie de sons nouveaux et étranges. Le frottement de l'échelle contre le mur de pierre, le bruit sec des vieilles tuiles retirées, le martèlement rythmique et assuré qui venait d'en haut. Pour Geneviève, ces sons étaient rassurants. C'étaient des sons de réparation, de quelque chose en train d'être remis en état. Julien était un travailleur méthodique et infatigable. Il arrivait tôt, peu après le lever du soleil, et travaillait jusqu'à ce que la lumière du jour commence à faiblir. Ils parlaient à peine. Leurs interactions se résumaient à des formalités. Le matin, elle lui offrait un café noir, qu'il acceptait d'un signe de tête et d'un « Merci, madame ». À midi, il mangeait le sandwich qu'il apportait de chez lui, assis sur les marches de l'entrée, le dos à la rue, comme pour protéger son intimité. Geneviève l'observait de loin, par la fenêtre de la cuisine. Il y avait une dignité dans sa solitude, une autosuffisance qui l'intriguait. Il ne demandait rien, ne se plaignait ni du soleil de plomb, ni de la pluie fine qui le surprenait parfois. Il travaillait,
tout simplement, concentrée, le corps se mouvant avec une expertise qui révélait des années de pratique. Un après-midi particulièrement chaud, elle ressentit l'envie de briser cette routine silencieuse. Elle prépara une citronnade fraîche à la menthe de son jardin et la lui apporta sur un plateau, accompagnée d'une généreuse tranche de clafoutis aux cerises qui sortait tout juste du four. Elle monta les escaliers jusqu'à la chambre d'Amy et l'appela depuis la fenêtre qui donnait sur le toit. Il descendit, le visage en sueur et couvert de quelques taches de poussière. Il regarda le plateau avec une surprise non feinte. « J'en ai fait en trop », mentit-elle doucement. « J'ai pensé que vous apprécieriez peut-être une pause. » Il hésita un instant, puis s'essuya les mains sur son pantalon et prit le verre. « Merci. Il fait très chaud aujourd'hui. » Il but la citronnade d'une traite, les yeux fermés un instant, comme s'il savourait le soulagement. Puis, il prit la tranche de gâteau. Ça a l'air délicieux. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, lui sur le rebord de la fenêtre, elle sur une chaise voisine. Le seul son était celui des cigales à l'extérieur. L'odeur du gâteau chaud se mêlait à l'odeur de poussière et de vieux bois du grenier. C'était un silence différent de l'habituel. Il n'était ni vide ni gênant. C'était un silence partagé. Une petite trêve au milieu du travail et des formalités. « Mon père, il aimait beaucoup votre clafoutis », dit soudain Julien, la voix basse, presque inaudible. Geneviève fut surprise. C'était la première fois qu'il mentionnait Jacques. « Il vous a parlé de moi ?» Julien hocha la tête, les yeux fixés sur son assiette. « Parfois, pas beaucoup. Il disait que vous étiez une excellente cuisinière et une femme très... correcte. Le mot plana entre eux. C'était donc ainsi que Jacques la décrirait ? Comme une femme qui respectait les règles, qui maintenait l'ordre. C'était peut-être vrai. Mais à cet instant, assise en face du fils illégitime de son mari, partageant un gâteau par un après-midi chaud, Geneviève sentit que le mot « correct » était une armure qui commençait à lui peser trop lourd. La tranche de clafoutis semblait avoir abattu un mur invisible entre eux. Les conversations, à partir de ce jour, devinrent plus fréquentes, bien que jamais longues. C'étaient de petits fragments de partage, échangés pendant les pauses café ou en fin de journée. Lorsque Julien rangeait ses outils, il commença par poser des questions sur la maison. « Ce bois, c'est du chêne massif. On ne construit plus comme ça », commenta-t-il un jour, en tapotant doucement l'une des poutres du plafond. « C'est le père de Jacques qui l'a construite », répondit Geneviève, heureuse de pouvoir partager un souvenir. Il était charpentier. Jacques était très fier du travail de son père. De la maison, les conversations dérivèrent vers Jacques, mais le Jacques dont il parlait était, curieusement, deux personnes différentes. Pour Geneviève, il était le mari, le compagnon, le père présent et parfois austère de ses enfants, le professeur respecté dans la communauté. Pour Julien, Jacques était une figure presque mythique, un visiteur des week-ends dans son enfance, un homme qui lui apportait des livres et lui parlait de l'importance de l'éducation, mais qui ne l'avait jamais emmené se promener sur la place, ni aidé à faire ses devoirs. « Il m'a appris à lire avant même que j'entre à l'école », raconta Julien un après-midi, adossé au rebord de la fenêtre. Il m'apportait toujours des livres d'aventure, Jules Verne, Alexandre Dumas. Il disait qu'un homme qui ne lit pas est prisonnier de son propre esprit. Sa voix ne contenait aucun ressentiment, juste une sorte de mélancolie factuelle. Geneviève écoutait, fascinée et un peu mal à l'aise. Elle découvrait des facettes de son mari qu'elle ignorait. Le Jacques qu'elle avait connu n'avait jamais été un grand fan de romans d'aventure. Il préférait les classiques de la philosophie et de la poésie. C'était comme si, avec Julien, il avait essayé d'être un autre type de père, peut-être pour compenser son absence. « Il ne m'a jamais parlé de son travail », poursuivit Julien, en regardant ses propres mains. « Je crois qu'il avait un peu honte que je veuille être... ça, un travailleur manuel. Il voulait que j'aille à l'université. » « Il était fier de toi, Julien, » dit Geneviève, avec une conviction qui la surprit elle-même. « Il serait fier de ça. De voir à quel point tu es compétent et honnête. » Il valorisait l'honnêteté par-dessus tout. À cet instant, elle n'était ni la veuve de son employeur, ni l'épouse du père absent. Elle était juste une femme essayant de réconforter un homme, essayant de construire un pont au-dessus de l'abîme de silence que Jacques avait laissé derrière lui. Et ce faisant, elle sentait qu'elle rassemblait aussi les morceaux de sa propre image de Jacques, créant un portrait plus complet et complexe de l'homme qu'elle avait aimé. Il n'était pas seulement son mari, il était aussi le père de Julien. Et pour la première fois, cette réalité ne lui parut pas être une menace,
mais simplement une partie de la vérité. Une vérité que Julien, par sa présence calme et son travail diligent, l'aidait à accepter. Le travail sur le toit touchait à sa fin. Les tuiles neuves, d'un terre cuite vibrant, contrastaient avec les plus anciennes, couvertes de mousse, comme une pièce neuve sur un vieux tissu. La gouttière avait cessé de couler, et la tache au plafond de la chambre d'amis commençait à sécher. La mission de Julien était presque accomplie. L'idée de son retour imminent à sa vie près de Carcassonne installa chez Geneviève une agitation inattendue. La maison, craignait-elle, redeviendrait trop silencieuse. Un samedi matin, alors que Julien apportait les touches finales, Geneviève travaillait dans son jardin. Elle luttait avec un vieux rosier, dont les branches tenaces et pleines d'épines refusèrent d'être taillées. Elle forçait plus qu'elle n'aurait dû, le visage rougi par l'effort, lorsque l'ombre de Julien se projeta sur elle. « Vous avez besoin d'aide avec ça, Madame Dubois ?» Elle se redressa, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main sale de terre. « Oh, ne vous inquiétez pas, Julien. C'est juste ce rosier têtu. Il a plus de volonté que moi. » Il sourit, un sourire authentique et rare qui illumina son visage sérieux. « Laissez-moi essayer. » Il prit le sécateur de ses mains. Leurs doigts s'effleurèrent un instant, un contact bref et chaud qui lui provoqua un frisson soudain. Il attaqua l'arbuste avec une force précise, coupant les branches mortes et façonnant la plante avec une assurance qu'elle n'avait jamais réussi à avoir. En quelques minutes, le rosier semblait rajeuni, prêt à refleurir. « Merci, » dit-elle, la voix un peu tremblante. « Vous avez la main verte. »« Ma mère avait un jardin, » répondit-il en regardant les fleurs autour de lui. « J'ai passé beaucoup de temps à l'aider. C'est un travail honnête, on voit le résultat. » À partir de ce jour, le jardin devint leur nouveau lieu de rencontre. Le toit était terminé, mais Julien trouva d'autres petites réparations à faire. Un volet coincé, une marche desserrée dans l'escalier de la cave, un robinet qui goutte. C'étaient des prétextes, et ils le savaient tous les deux. C'étaient des excuses pour prolonger sa présence, pour retarder les adieux. Pendant qu'il travaillait, elle s'occupait de ses plantes, et ils discutaient par-dessus les parterres de fleurs. Il lui demandait le nom des plantes, et elle lui expliquait les manies de chacune. La lavande qui aimait le plein soleil, les hortensias qui avaient besoin d'ombre et de beaucoup d'eau, le romarin qui résistait à presque tout. Le jardin, qui avait toujours été son refuge solitaire, devint un espace de partage. Il l'aidait dans les tâches les plus lourdes, creusant la terre pour de nouvelles plantations, portant les sacs de compost. Sa force physique complétait ses connaissances. Un après-midi, alors qu'il plantait des bulbes de tulipes pour le printemps suivant, leurs mains se touchèrent sous la terre. Cette fois, le contact n'était pas accidentel. Leurs doigts restèrent en contact une longue seconde, un moment d'électricité silencieuse au milieu de l'odeur de terre humide. Ils se regardèrent, et dans le regard de Julien, Geneviève vit plus que le simple reflet du père. Elle vit un homme qui la voyait non pas comme une veuve fragile ou une figure maternelle, mais comme une femme. Dans ce jardin, loin des regards curieux du village, quelque chose de nouveau et de dangereux prenait racine. Vint le soir, où le dernier boulon fut serré, et le dernier outil, nettoyé et rangé dans la camionnette. Le travail de Julien était officiellement terminé. Le silence qui s'installa dans la maison en fin d'après-midi était lourd, chargé de mots non dits. Julien se tenait dans l'entrée, prêt à partir. Son sac de voyage était sur le siège passager de la camionnette. « Eh bien, tout est fait, Madame Dubois, » dit-il, sa formalité revenant, telle une armure. « Si vous avez le moindre problème, vous avez mon numéro. Je ne sais pas comment vous remercier, Julien. Pour le toit, pour tout. » Geneviève sentait la panique monter. Elle ne pouvait pas le laisser partir comme ça. Pas après ces semaines, cette complicité silencieuse. Sur une impulsion, elle dit « Restez dîner, s'il vous plaît. C'est le moins que je puisse faire. J'ai fait un bœuf bourguignon. » C'était un mensonge. Il n'y avait pas de dîner de prêt, mais elle pouvait improviser. Il parut surpris, puis regarda la route sombre et de nouveau vers elle. Une bataille se livrait sur son visage. Finalement, il hocha lentement la tête. « D'accord, j'accepte. » Pendant qu'elle cuisinait, dans une frénésie d'activité, il resta dans la cuisine, adossé au comptoir, l'observant. La gêne initiale fit place à un calme confortable. Elle ouvrit une bouteille d'un bon vin rouge local, un corbière que Jacques avait gardé pour une occasion spéciale qui n'arriva jamais. Elle servit 2 verres. « À votre santé, Julien, et à votre excellent travail. À votre générosité, Geneviève. »
C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Le son dans sa voix grave eut un effet inattendu sur elle. Ils dînèrent à la petite table de la cuisine, à la lumière douce de la lampe. Le vin leur délia les langues. Les conversations, auparavant fragmentées, devinrent plus profondes. Ils parlèrent non pas du passé de Jacques, mais de leur propre passé. Il lui parla de son enfance solitaire, de s'être toujours senti comme un étranger, le fils de l'autre côté. Il parla de sa mère, une femme fière qu'il avait élevée seule et qui était morte il y a quelques années. Geneviève, à son tour, lui confessa sa propre solitude. Après la mort de Jacques, la maison est devenue si vide. Mes enfants ont leur vie. Les petits-enfants sont une joie. Mais ensuite ils repartent, et le silence revient. Parfois, le silence est si fort qu'il m'assourdit. L'aveu sortit naturellement, sans le filtre qu'elle utilisait habituellement avec sa famille et ses amis. Il y avait une vulnérabilité partagée entre eux, celle de deux personnes qui, pour des raisons différentes, se sentaient en marge de la vie. Lui, par sa naissance, elle, par l'âge et le veuvage. Vous ne ressemblez pas à une femme de 65 ans, dit-il, sa voix un murmure. Quand vous êtes dans le jardin, vous semblez libre, pleine de vie. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table. L'air se raréfia. L'odeur du ragoût, du vin, de la pluie qui avait commencé à tomber dehors, tout s'estompa. Il n'y avait plus que deux, dans ce cercle de lumière chaude dans la cuisine. Sa main à lui, qui reposait sur la table, se déplaça lentement vers la sienne. Geneviève observa le mouvement, le cœur martelant sa poitrine. Elle se sentait comme une adolescente, effrayée et excitée. Sa main rencontra la sienne. Sa peau était rugueuse, mais le contact était incroyablement doux. C'était une promesse et un danger, tout dans le même geste. Le contact de leurs mains sur la table en bois de la cuisine ne fut la fin de rien. Ce fut le début de tout. Il dura un instant qui s'étira en éternité, un pacte silencieux scellé dans la pénombre. Julien ne détourna pas le regard, et Geneviève, pour la première fois depuis des décennies, ne ressentit pas l'envie de se replier dans la sécurité de sa coquille. Son contact était un questionnement et une affirmation, et elle répondit en entrelaçant ses doigts aux siens. Aucun d'eux ne parla. Les mots semblaient inadéquats, grossiers pour la délicatesse du moment. Le son de la pluie contre les vitres était la seule bande sonore. Lentement, il se leva, l'attirant doucement par la main. Elle le suivit, comme dans un rêve. Il ne l'emmena pas dans la chambre, ce qui la rassura en quelque sorte. La chambre qu'elle partageait avec Jacques était un territoire sacré, imprégné de trop de souvenirs. Au lieu de cela, il la guida vers le salon. La seule lumière venait des braises qui mouraient dans la cheminée. Il s'arrêta devant elle, lui tenant toujours la main. De l'autre, il lui toucha le visage, le pouce traçant la ligne de sa mâchoire, sentant la texture de sa peau, une carte d'une vie qu'il n'avait pas connue. Son contact n'était pas celui d'un jeune curieux ou d'un homme profitant d'une femme seule. C'était un contact révérencieux, presque hésitant, comme s'il touchait quelque chose de fragile et de précieux. « Geneviève », murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres sonna comme une prière. Elle ferma les yeux, absorbant la sensation. Depuis combien de temps personne ne l'avait-il touchée avec cette tendresse, avec cette intention? Jacques, dans ces dernières années, était devenu plus un compagnon qu'un amant. Son contact était familier, confortable, mais dépourvu de cette étincelle de découverte. Le contact de Julien était nouveau, dangereux, et réveillait en elle des sentiments qu'elle croyait morts et enterrés. Il se pencha et l'embrassa. Le baiser ne fut ni passionné ni exigeant. Il fut doux, exploratoire, une rencontre de deux solitudes. Ses lèvres étaient chaudes et avaient le goût du vin rouge. Geneviève sentit son corps répondre d'une manière qui la choqua et l'émut. Une vague de chaleur la parcourut, un fourmillement de vie s'éveillant dans des membres endormis. Quand ils s'écartèrent, ils appuyèrent leurs fronts l'un contre l'autre, leur souffle se mêlant dans l'air frais du salon. « C'est de la folie », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Peut-être », répondit-il, sa voix grave vibrant contre elle. « Ou peut-être que c'est la seule chose saine que j'ai faite de ma vie. » Cette nuit-là, Julien ne rentra pas chez lui. Ils restèrent dans le salon, sur le vieux canapé recouvert d'une couverture en laine, à discuter en chuchotant jusqu'à l'aube, tandis que la tempête se calmait dehors. Ils parlèrent de rêves perdus, de peurs secrètes, de petites joies. Ils ne franchirent aucune autre ligne physique cette nuit-là, mais la frontière émotionnelle avait été démolie pour toujours. Ils étaient devenus complices d'un secret qui les isolait du reste du monde,
Un secret né d'une gouttière, d'un clafoutis aux cerises et d'un aveu à la lueur d'une cheminée. Et ils s'avèrent tous les deux, avec une certitude effrayante, qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le départ de Julien, qui aurait dû avoir lieu cette nuit-là, fut reporté. D'abord d'un jour, puis d'un week-end, et cela devint ensuite un arrangement non officiel. Il continuait à vivre officiellement dans son petit appartement près de Carcassonne, mais les week-ends, et de nombreuses nuits de semaine, se passèrent dans la maison au volet bleu à Sainte-Marie-la-Vieille. Sa camionnette blanche était devenue une présence familière dans la rue, garée discrètement un peu plus bas. Ils vécurent leur amour en secret, entre les 4 murs de cette maison de pierre qui était devenue leur monde. Pour le reste du village, il n'était que l'ouvrier qui, par amitié et considération pour la veuve de son père, continuait à aider pour de petites réparations. Personne ne suspectait la vérité. La différence d'âge était un abîme si grand dans l'esprit conservateur du village que la possibilité d'une romance était tout simplement impensable. Ils étaient invisibles aux yeux de tous. Pour Geneviève, cet hiver fut une renaissance. Son corps, qu'elle considérait seulement comme une enveloppe vieillissante, se réveilla sous les mains de Julien. Il l'aimait avec un mélange de passion et de tendresse qui lui coupait le souffle. Il aimait ses rides, ses cheveux blancs, l'histoire que sa peau racontait. Avec lui, elle ne se sentait pas vieille. Elle se sentait intemporelle. Ils riaient dans la cuisine en préparant le dîner ensemble, dansaient des valses lentes dans le salon au son de vieux disques vinyles de Jacques, lisaient en silence côte à côte devant la cheminée. Il apporta la vie à la maison silencieuse. Il laissait ses bottes de travail à la porte, sa tasse de café préférée sur l'égouttoir, son odeur de sueur et de savon partout. C'étaient de petits signes de sa présence qui remplissaient Geneviève d'une joie presque enfantine. Mais le secret avait un prix. Geneviève devint une actrice accomplie. Dans ses appels téléphoniques avec ses enfants, elle omettait la présence constante de Julien. Quand elle allait au marché, elle sentait les regards curieux et répondait aux questions sur « le garçon qui a réparé le toit » avec un calme étudié. La peur d'être découverte était un courant sous-jacent constant. La peur du jugement, de la honte, de la réaction de ses enfants. Que dirait Camille, avec son sens de la bienséance bourgeoise, ou Olivier qui les avait présentés. Parfois, la nuit, allongée à côté du corps chaud et endormi de Julien, la panique la submergeait. Qu'était-elle en train de faire? Une femme de son âge, une grand-mère, impliquée avec le demi-frère de ses propres enfants. C'était un nœud de relations si compliqué, si socialement inacceptable, que son cerveau refusait de l'assimiler. Mais alors il bougeait dans son sommeil, et son bras la trouvait dans l'obscurité, l'attirant plus près de lui, et la peur se dissipait, remplacée par le sentiment écrasant que ceci, aussi erroné que cela puisse paraître au monde, était la chose la plus juste qui lui soit jamais arrivée. C'était un amour d'hiver, s'épanouissant secrètement sous la neige, beau et fragile, et ils savaient tous deux que l'arrivée du printemps apporterait avec elle la menace du dégel et de la révélation. Le printemps arriva, couvrant les champs d'Occitanie de coquelicots rouges, et le jardin de Geneviève de tulipes vibrantes. Mais pour elle, la nouvelle saison apporta un changement interne, une perturbation subtile dans le rythme de son corps. Cela commença par une fatigue persistante, une lassitude que même une bonne nuit de sommeil ne parvenait pas à guérir. Elle l'attribua à l'âge, au travail supplémentaire dans le jardin, puis vinrent les nausées. Des vagues de nausées qui l'assaillaient le matin, lorsque l'odeur du café de Julien remplissait la cuisine. « Tu as dû manger quelque chose qui ne passe pas », disait-il, inquiet, en lui massant le dos. Elle acquiesçait, accusant le fromage de chèvre du marché ou le poisson du dîner. Son esprit, logique et entraîné par des années d'enseignement, refusait de considérer la possibilité la plus lointaine et la plus absurde. Son cycle menstruel, qui depuis des années était devenu irrégulier et sporadique, prélude à une ménopause enfin complète, s'arrêta complètement. Geneviève ressentit un soulagement. Enfin, pensa-t-elle, c'est terminé. À 65 ans, il était plus que temps. Mais son corps continuait de lui jouer des tours. Ses seins devinrent douloureux et sensibles, et elle ressentait une étrange aversion pour certaines odeurs. Le parfum de lavande qu'elle aimait tant se mit à lui donner des maux de tête. Son ventre, habituellement plat sous ses tuniques, semblait gonflé, obstinément rond. « C'est l'âge », se disait-elle devant le miroir. « Les vieilles femmes prennent du ventre. C'est normal. » Elle se raccrochait à toutes les explications rationnelles.
construisant une forteresse de déni autour de la vérité que son corps lui murmurait. La grossesse, c'était pour ses petites filles, pas pour elle. La biologie avait ses règles, ses limites. Ce qu'elle ressentait était simplement le dernier acte bizarre de son système reproducteur mettant fin à ses fonctions. Des adieux chaotiques. Julien, dans sa bienheureuse ignorance, s'inquiétait pour sa santé. Il insistait pour qu'elle aille chez le médecin. « C'est peut-être encore ta tension, chérie. Tu ne devrais pas ignorer ces signes. » Elle promettait d'y aller, mais reportait toujours, de peur de ce que le médecin pourrait trouver. Pas une grossesse, bien sûr, mais peut-être quelque chose de plus sinistre, une maladie qui la séparerait de Julien et de ce bonheur inattendu qu'elle avait trouvé. Un après-midi, alors qu'elle lisait dans le jardin, elle sentit un mouvement étrange et indubitable au fond de son ventre. Ce n'était pas une indigestion, c'était une vibration douce, un frémissement, un écho fantôme d'un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis plus de 30 ans lorsqu'elle attendait Sophie. Le livre tomba de ses genoux, le sang quitta son visage, le monde autour d'elle, le soleil chaud, le bourdonnement des abeilles, le parfum des roses, tout devint lointain. La forteresse du déni s'effondra, ensevelie sous une seule et terrifiante possibilité. Ça ne pouvait pas être. Mais, et si c'était le cas, la panique est un puissant catalyseur. Ce petit frémissement dans son ventre força Geneviève à sortir de son déni. Elle devait savoir. Mais elle ne pouvait pas acheter un test de grossesse à Sainte-Marie-la-Vieille. La pharmacienne, Madame Blanc, était une commère notoire et fréquentait le même club de lecture qu'elle. Acheter un test là-bas reviendrait à publier une annonce dans le journal du village. Un mardi matin, elle inventa une excuse pour Julien, quelque chose à propos d'un type spécial de fil à broder qu'on ne trouvait qu'à Limoux, une ville voisine suffisamment grande pour lui garantir l'anonymat. Elle conduisit sa vieille Renault Clio, les mains moites sur le volant, le cœur battant à tout rompre. Elle se sentait comme une criminelle, une adolescente avec un secret honteux. La pharmacie de Limoux était grande, moderne et impersonnelle. Geneviève se sentit soulagée. Elle déambula dans les rayons, feignant de chercher de la crème pour les mains, de la crème solaire, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin le courage de s'approcher du rayon des tests de grossesse. Il y avait des dizaines de boîtes, toutes avec des images de jeunes femmes souriantes. Elle se sentit comme une imposture. Elle prit la boîte la plus discrète qu'elle trouva et la porta au comptoir, la cachant sous un magazine et un paquet de pastilles à la menthe. La jeune employée la regarda à peine, enregistra les produits avec une efficacité blasée, et Geneviève sortit du magasin en respirant de soulagement, le petit sac en plastique semblant peser 1 tonne. Elle ne put attendre d'être rentrée chez elle. Elle arrêta la voiture sur une aire de repos le long de la route, avec vue sur les vignes. Les mains tremblant si fort qu'elle avait du mal à déchirer l'emballage, elle suivit les instructions dans les toilettes publiques, qui sentèrent le désinfectant. L'attente de 3 minutes fut la plus longue de sa vie. Elle s'assit dans la voiture, les yeux fermés, priant pour que ce soit une erreur, une fausse alerte, un dérèglement hormonal. Quand elle regarda enfin, le résultat était là, sans équivoque. 2 traits roses, nets, indéniables. Et c'est alors que la scène de sa propre salle de bain, qui ouvrirait cette histoire, se déroula dans la réalité. L'air qui lui manquait, les jambes qui flageolaient, le reflet d'une étrangère dans le rétroviseur, enceinte, à 65 ans. Le trajet du retour vers Sainte-Marie-la-Vieille fut flou. Elle conduisit en pilote automatique, l'esprit tourbillonnant dans un vortex d'impossibilité. Un enfant, un bébé, son fils, le fils de Julien, son petit-fils, le frère de ses enfants, l'oncle de ses petits-enfants. Les relations familiales étaient un nœud gordien, une aberration génétique et sociale. Elle arriva à la maison et trouva Julien en train de réparer la clôture du jardin, sifflotant un air quelconque. Il lui sourit en la voyant. Un sourire franc, heureux, qui lui brisa le cœur. Comment pouvait-elle lui annoncer? Comment pouvait-elle transformer ce sourire en choc, en peur, en panique? À cet instant, le poids du secret doubla. Il ne s'agissait plus seulement de leur amour interdit. Il s'agissait de la vie que cet amour avait, de manière incroyable, créée. Elle enveloppa le test dans son emballage et le cacha au fond de son tiroir à sous-vêtements, sous des foulards en soie qu'elle ne portait plus. La bombe à retardement était cachée, mais le tic-tac résonnait déjà à ses oreilles. Geneviève porta son secret pendant 2 semaines supplémentaires. 2 semaines de sourires forcés, d'excuses pour son manque d'appétit et sa fatigue. Chaque contact de Julien, chaque mot de tendresse, était une arme à double tranchant. Cela la réconfortait, et en même temps, augmentait sa culpabilité de ne pas lui dire la vérité.
Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. La vérité devait être dite. Elle choisit un samedi soir. Il venait de dîner et était assis dans le canapé, écoutant le crépitement du feu dans la cheminée. Julien avait son bras autour d'elle et sa tête reposait sur son épaule. C'était une scène de domesticité parfaite, de paix, une paix qu'elle s'apprêtait à détruire. « Julien », commença-t-elle, la voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Il sentit la tension dans son corps et s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe, Geneviève? Tu es pâle? Tu es malade ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle secoua la tête. « Je ne suis pas malade. Du moins, pas de la façon dont tu le penses. » Elle se leva, alla dans sa chambre et revint avec le petit objet en plastique blanc qu'elle avait gardé dans son tiroir. Sans un mot, elle le lui tendit. Il le prit, confus. Il regarda le test, les 2 traits roses. Puis elle. Son expression passa de la confusion à l'incrédulité la plus pure. « Qu'est-ce que c'est? C'est à l'une de tes filles ?» À Sophie, Geneviève secoua à nouveau la tête, les larmes coulant sur ses joues. « C'est à moi, Julien. » Le silence qui suivit fut absolu, plus profond que tout silence que cette maison ait jamais connu. Julien regardait le test comme si c'était un serpent. La couleur quitta son visage. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Il se leva et commença à arpenter le salon, passant les mains dans ses cheveux, d'avant en arrière, comme un animal en cage. « Non », dit-il finalement, le son écorchant sa gorge. « Non, c'est impossible. Geneviève, tu as... Quel âge as-tu » La question était cruelle, mais née de la panique, pas de la méchanceté. « 65 ans, répondit-elle, la voix brisée. « Je sais que ça semble fou. Je ne voulais pas y croire non plus. Mais c'est vrai. Je suis allée à une pharmacie. Je le sens. Ici. » Elle posa la main sur son ventre. Il s'arrêta de marcher et la regarda. Elle, sa main sur son ventre. La réalité de la situation sembla le frapper d'un seul coup. Le choc dans ses yeux fit place à la peur. Une peur primale, écrasante. Un enfant? Nous? Mais comment? Qu'allons-nous faire? Que vont dire les gens? Tes enfants? Il ne parvenait pas à terminer une phrase. Geneviève s'approcha de lui et lui prit les mains. Elles étaient glacées. « Je ne sais pas, Julien. Je te jure que je ne sais pas. J'ai aussi peur que toi. » Il la regarda. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit le garçon effrayé derrière l'homme fort et calme. Elle vit le poids du monde s'abattre sur ses larges épaules. Il ne la serra pas dans ses bras. Il resta juste là, à la regarder, elle, son ventre, et l'avenir qui était soudain devenu un abîme inconnu. La tempête avait éclaté entre les murs de la petite maison, et ses fondations tremblaient. Le secret, désormais partagé entre eux, devint une présence palpable dans la maison. La joie et la légèreté de leur amour furent remplacées par une anxiété pesante. Les conversations chuchotées la nuit ne portaient plus sur des rêves, mais sur des peurs. « On pourrait partir », suggéra Julien un soir. « Aller quelque part où personne ne nous connaît, recommencer à zéro. » Mais l'idée, bien que romantique, était irréalisable. La vie de Geneviève était enracinée à Sainte-Marie-la-Vieille, sa maison, sa pension, ses souvenirs. Pendant ce temps, le corps de Geneviève commençait à trahir son secret. Son ventre, qui au début pouvait être dissimulé sous des vêtements amples, commença à prendre une rondeur indubitable. Elle cessa d'aller au marché hebdomadaire, demandant à une voisine de lui apporter ce dont elle avait besoin, prétextant un mal de dos qui l'empêchait de beaucoup marcher. Elle refusa les invitations au club de lecture, disant que ses yeux fatiguaient facilement. Mais dans un petit village, l'isolement se remarque autant que la présence. L'absence de Geneviève de ses lieux habituels suscita la curiosité. « Qu'arrive-t-il à Madame Dubois ?» demandait-on à la boulangerie. Depuis que ce jeune du toit traîne par là, on ne la voit presque plus. Sa fille aînée, Camille, qui vivait à Toulouse, commença à se méfier. Leurs conversations téléphoniques devinrent des interrogatoires subtils. « Tu as une drôle de voix, maman. Tu es sûre que tout va bien? Madame Blanc m'a dit qu'elle ne t'avait pas vue. Et ta voisine dit que la camionnette de ce Julien est toujours là. » Geneviève inventait des excuses de plus en plus élaborées. « Il a été très gentil. Il m'aide avec le jardin. Avec mon dos, je ne peux pas faire grand-chose. » Mais elle sentait le filet se resserrer. La première véritable brèche dans son armure de secret se produisit lors d'une visite inattendue de sa fille cadette, Sophie. Elle débarqua un samedi après-midi, sans prévenir, pour te faire une surprise. Geneviève était dans le jardin, portant une large tunique en lin.
Quand elle se retourna pour serrer sa fille dans ses bras, le vent souffla contre elle, moulant le tissu à son corps et révélant la courbe indubitable de son ventre. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son regard voyagea du ventre de sa mère à son visage, puis vers Julien, qui se tenait à quelques mètres de là, en train de tailler un arbre, et qui s'était figé à son arrivée. La compréhension, le choc et l'incrédulité se mêlèrent sur le visage de Sophie. « Maman » murmura-t-elle, le mot un mélange de questions et d'accusations. « Qu'est-ce que c'est ?» Geneviève sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le secret était sorti des murs de sa maison. Il était maintenant à la lumière du jour, dans son jardin, exposé au regard choqué de sa propre fille. Il n'y avait plus nulle part où fuir. La vérité, comme les mauvaises herbes, avait trouvé un moyen de remonter à la surface. La découverte de Sophie fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Elle ne cria pas, ne fit pas de scandale. Sa réaction fut un silence glacial. Elle entra dans la maison, s'assit à la table de la cuisine et dit, d'une voix dépourvue d'émotion, « Tu dois m'expliquer, maintenant. » Tandis que Geneviève, la voix tremblante, racontait une version résumée et édulcorée de la vérité, la solitude, l'amitié transformée en quelque chose de plus, l'accident biologique incroyable, Sophie écoutait avec une expression indéchiffrable. Julien était resté dehors, leur laissant de l'espace, mais sa présence planait sur la conversation comme une ombre. Dès que Geneviève eut terminé, Sophie prit son téléphone. Olivier et Camille doivent savoir ça. En vain, Geneviève tenta de l'en empêcher. « C'est une affaire de famille », déclara Sophie, avec une dureté que sa mère ne lui connaissait pas. Le lendemain, la maison de Pierre se transforma en tribunal. Camille et son mari arrivèrent de Toulouse, les visages comme des masques de désapprobation. Olivier vint de Montpellier, son expression un mélange d'inquiétude et de gêne. Ils s'assirent dans le salon, là même où l'amour de Geneviève et Julien s'était épanoui. Julien, à la demande de Geneviève, n'était pas présent. Ce fut Camille qui endossa le rôle de procureur. « C'est donc vrai ?» commença-t-elle, la voix tranchante. « Toi, notre mère, à 65 ans, tu es enceinte. Et le père, c'est... lui, le fils bâtard de papa. » Le mot « bâtard » fut craché avec venin. « Camille, ne parle pas comme ça » intervint Olivier, mais son reproche fut faible. « Comment veux-tu que je parle, Olivier ? C'est une aberration. C'est dégoûtant. Il est pratiquement notre frère. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Qu'allons-nous dire à nos enfants ? Que leur grand-mère va avoir un bébé qui est leur oncle en même temps ?» Le visage de Camille était rouge de colère et de honte. Geneviève tenta de se défendre. « Ce n'est pas arrivé exprès. Nous sommes tombés amoureux. »« Tombés amoureux ?» ricana Camille, d'un rire sans joie. « Maman, s'il te plaît, c'est un gamin. Il pourrait être ton fils. Qu'est-ce qu'il te veut ? La maison ? L'argent de la pension de papa ? Réveille-toi. » Chaque mot était un coup. Il ne voyait pas l'amour, la tendresse, la compagnie. Il ne voyait que le scandale, le tabou, l'inconvénient. Il voyait leur mère, qui aurait dû être un pilier de respectabilité, comme une vieille folle et irresponsable qui avait sali la mémoire de leur père et la réputation de la famille. Olivier, le pacificateur, tenta une approche différente. « Maman, nous sommes juste inquiets pour toi, ta santé. Avoir un bébé à cet âge, c'est dangereux. Et élever un enfant ? As-tu l'énergie pour ça ? Et lui, Julien, quel est son plan ? Va-t-il assumer ses responsabilités ? » Ces questions, bien que plus douces, étaient tout aussi douloureuses. Elles remettaient en cause ses capacités, son discernement, la validité de ses sentiments. Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla enfin, les yeux pleins de larmes. « Je ne comprends tout simplement pas, maman. Pourquoi tu ne nous as rien dit ? Pourquoi as-tu dû nous cacher ça ?» Sa douleur était la plus profonde, celle de l'exclusion, de la trahison de la confiance. Geneviève resta assise sur son canapé, entourée de ses 3 enfants, et se sentit plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Il ne la voyait pas. Il ne voyait qu'un problème à gérer, un scandale à contenir. Le verdict de son tribunal familial était clair. Coupable. Coupable d'aimer, coupable de vivre, coupable de défier les attentes qu'ils avaient pour le reste de sa vie. La confrontation avec ses enfants laissa une blessure profonde chez Geneviève, mais son impact sur Julien fut dévastateur. Quand il revint le soir, il la trouva en train de pleurer silencieusement dans la cuisine. Elle lui raconta tout, chaque mot accusateur de Camille,
chaque question inquiète d'Olivier, chaque larme de Sophie. Julien écouta, son visage se durcissant à chaque phrase. La honte que les enfants de Geneviève éprouvaient pour lui était le reflet de la honte qu'il avait lui-même portée toute sa vie en étant le fils de l'autre côté. Maintenant, en plus de cela, il était le séducteur d'une femme plus âgée, le destructeur d'une famille. Le poids de leur condamnation était écrasant. Les jours suivants, il devint distant, silencieux. La complicité entre eux fut remplacée par une tension palpable. Il passait des heures à travailler dans le jardin avec une fureur silencieuse, ou restait simplement à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Geneviève essayait de l'atteindre, mais il avait construit un mur autour de lui. Un soir, une semaine après la visite de la famille, il parla enfin. Ils étaient allongés dans le lit, dans l'obscurité, sans se toucher. « Ils ont raison, Geneviève, » dit-il, la voix rauque. « Non, ils n'ont pas raison, » répondit-elle immédiatement. « Si, ils ont raison. Je t'ai apporté des problèmes. La honte. J'ai gâché ta relation avec tes enfants. J'ai vu leur visage. Ils me détestent. Et ils te détestent à cause de moi. Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est nous et le bébé. Le bébé, répéta-t-il. Je ne sais pas comment être père, Geneviève. Mon propre père a à peine été présent. Quel exemple ai-je? Et dans cette situation, comment cet enfant va-t-il grandir? Avec tout le monde qui le montrera du doigt, qui l'insultera? Son désespoir était si profond que Geneviève ne sut que dire. Il s'effondrait sous la pression, sous le poids du jugement social et familial. Le lendemain matin, il se leva avant l'aube. Geneviève se réveilla au son du moteur de sa camionnette. Elle courut à la fenêtre et le vit, debout à côté de la portière ouverte du véhicule, regardant la maison. Ses épaules étaient envoûtées. Il ne regarda pas vers sa fenêtre. Il monta simplement dans la camionnette et s'en alla. Il y avait une enveloppe sur la table de la cuisine. À l'intérieur, un peu d'argent et un court billet, écrit de son écriture hâtive. « Geneviève, pardonne-moi. Je ne peux pas. C'est trop pour moi. La pression, tes enfants, j'ai besoin de partir loin, de me vider la tête. Je vais dans le nord, près de l'île, trouver du travail. Ne pense pas que je t'abandonne. J'enverrai de l'argent. Toujours. J'ai juste besoin de temps. S'il te plaît, prends soin de toi. Julien. » Geneviève lut le billet 1, 2, 3 fois. Les mots se brouillaient à travers ses larmes. La camionnette blanche avait disparu. Le silence qui était revenu dans la maison n'était plus paisible. C'était le silence de l'abandon. Elle était seule, enceinte, jugée par sa famille, et maintenant, abandonnée par l'homme qu'elle aimait. C'était son point le plus bas, un abîme de désespoir dont elle ne voyait pas comment sortir. Les mois qui suivirent le départ de Julien furent les plus longs et les plus solitaires de la vie de Geneviève. Sa grossesse avançait, devenant impossible à cacher, et sa solitude était une compagne constante. Ses enfants téléphonaient, leur voix un mélange de culpabilité et d'un irritant « je te l'avais bien dit ». Ils offraient une aide pratique, argent, contact de médecins, mais l'intimité entre eux était brisée. Pendant des semaines, Geneviève ne sortit presque pas de chez elle. Sa voisine continuait de lui faire ses courses, et le village de Sainte-Marie-la-Vieille bouillonnait de rumeurs. L'absence de Julien, suivie de l'isolement de Geneviève, alimentait les spéculations les plus folles. Mais un jour, en regardant son reflet, son ventre proéminent qui abritait une vie tenace, quelque chose changea en elle. Une étincelle de défi s'alluma au milieu de sa douleur. Elle n'était pas une criminelle pour se cacher. Elle n'avait rien fait dont elle devait avoir honte fondamentalement. Elle avait aimé, et elle portait la vie. Si le monde ne pouvait pas l'accepter, le problème venait du monde, pas d'elle. Le mardi suivant, jour de marché, elle se leva, prit un long bain, et enfila sa plus belle robe de maternité, une robe bleu clair qui soulignait son ventre au lieu de le cacher. Elle peigna ses cheveux blancs, les attacha avec une épingle en argent, et mit un peu de rouge à lèvres, un petit acte de guerre contre sa propre désolation. Elle prit son panier et sortit de chez elle, la tête haute. Parcourir les 200 mètres jusqu'à la place du village, c'était comme traverser un champ de bataille. Elle sentait les regards la suivre, épiés derrière les rideaux. Les conversations cessaient à son passage, remplacées par des chuchotements qu'elle pouvait presque sentir physiquement, comme des piqûres d'insectes. Lorsqu'elle arriva sur la place du marché, un silence momentané s'abattit sur la foule. Toutes les têtes se tournèrent dans sa direction. Elle vit le choc, la curiosité, la désapprobation sur les visages qu'elle connaissait depuis toujours. Le boulanger, la fleuriste,
le propriétaire du café. Personne ne sourit. Personne ne dit « bonjour ». Son cœur battait la chamade, mais elle se força à continuer d'avancer. Elle se dirigea vers l'étal de légumes de Monsieur Dufour, son vendeur habituel. Il regarda son ventre, puis son visage, et un instant elle crut qu'il l'ignorerait. Mais soudain, son expression sévère s'adoucit. « Bonjour, Geneviève », dit-il, sa voix plus forte que nécessaire, brisant le sortilège du silence. « Les fèves sont très bonnes aujourd'hui. Je vous en mets 1 kilo ?» C'était un petit geste, une simple salutation, mais pour Geneviève, ce fut comme si on lui avait lancé une bouée de sauvetage. Elle lui sourit, d'un sourire sincère et reconnaissant. « Oui, s'il vous plaît, Jean-Pierre, 1 kilo, je vous prie. » D'autres personnes, encouragées par l'exemple de Monsieur Dufour, commencèrent à la saluer, timidement d'abord. Sa vieille amie, Madame Dubois, sans lien de parenté, une heureuse coïncidence de nom, s'approcha et lui serra le bras. « Tu as l'air en forme, Geneviève, » dit-elle, ses yeux en disant bien plus. « Le courage te va bien. » Geneviève fit ses courses, échangeant des banalités avec les vendeurs, ignorant les regards et les chuchotements qui persistaient. Sur le chemin du retour, elle ne sentait plus le poids du monde sur ses épaules. Elle se sentait plus légère. Elle avait affronté le village et elle avait survécu. Elle n'avait pas gagné leur approbation, mais elle avait revendiqué son droit d'exister, de marcher dans sa propre rue, de vivre sa vérité au grand jour. Et c'était là, réalisa-t-elle, la seule victoire qui comptait. La fin de l'hiver apporta les douleurs de l'accouchement. Par une froide nuit de février, Geneviève sentit les premières contractions. Elle était seule, mais pas désemparée. Elle avait tout préparé méticuleusement. Son plan n'impliquait aucun de ses enfants. La douleur de leur jugement était encore trop récente. À la place, elle téléphona à la seule personne en qui elle sentait pouvoir avoir confiance. Son amie, l'autre Madame Dubois. Ce fut elle qui l'emmena au petit hôpital de Carcassonne, qui lui tint la main pendant les longues heures de travail, qui lui épongea le front avec un gant de toilette humide. L'accouchement fut difficile, plus que dans ses souvenirs. Son corps de 66 ans protestait, épuisé, mais sa volonté était inébranlable. Et puis, peu avant l'aube, il naquit, un petit garçon, ridé, avec une touffe de cheveux sombres et un cri puissant et exigeant qui remplit la salle d'accouchement. Quand l'infirmière le posa dans ses bras, le monde extérieur, le village, ses enfants, Julien, disparut. Tout ce qui existait, c'était ce petit être, son fils. Elle regarda son minuscule visage et y vit un mélange parfait. Il avait son menton, la forme de sa bouche, et quand il ouvrit les yeux, elle retint son souffle. C'étaient les yeux de Jacques, les yeux de Julien, un brun profond, mélancolique et sage. À cet instant, toute la souffrance, toute la honte, toute la solitude des derniers mois en valurent la peine. Elle décida de l'appeler Léo. Un nom simple, fort, Léo, son petit lion. Ses enfants vinrent lui rendre visite à l'hôpital, après avoir été prévenus par Madame Dubois. Ils apportèrent des cadeaux et des visages gênés. Camille regardait le bébé avec une curiosité distante, comme s'il s'agissait d'une pièce de musée exotique. Olivier le prit dans ses bras avec une étrange maladresse. Ce fut Sophie qui pleura, qui serra sa mère dans ses bras et lui demanda pardon. « Il est magnifique, maman. Pardonne-nous. Nous avons été horribles. » Geneviève accepta leurs excuses, mais quelque chose s'était brisé entre eux. Une innocence, une confiance. Elle savait que la guérison prendrait du temps. Rentrer à la maison avec Léo fut un nouveau départ. La maison, autrefois sanctuaire de silence puis prison de secret, redevint un foyer. Elle fut remplie de nouveaux sons. Les pleurs d'un bébé, le grincement du berceau, les berceuses que Geneviève chantait à voix basse. Les premières semaines furent un tourbillon d'épuisement et de bonheur. S'occuper d'un nouveau-né à 66 ans était physiquement exigeant. Il y avait des nuits où elle s'endormait assise sur la chaise à bascule. Léo endormit sur sa poitrine. Mais en même temps, elle ressentait une énergie qu'elle ne se savait pas posséder. Léo était son but. Il était sa réponse à tous ceux qui avaient douté d'elle. Une enveloppe arrivait par la poste chaque mois, sans expéditeur, avec un cachet de Lille. À l'intérieur, il y avait toujours de l'argent. Pas de billets, pas de mots, juste l'argent. Geneviève le déposait sur un compte d'épargne au nom de Léo. C'était la preuve que Julien ne les avait pas complètement oubliés, mais son absence était une douleur fantôme qui persistait. Cependant, quand elle regardait son fils, la douleur diminuait. Elle n'était pas seule. Elle avait Léo. Et, pour l'instant, c'était tout ce dont elle avait besoin.
Les années passèrent avec la rapidité surprenante avec laquelle le temps passe quand on a un jeune enfant. Léo grandit, et avec lui, la vie à Sainte-Marie-la-Vieille trouva une nouvelle normalité. L'histoire de Geneviève Dubois et de son bébé cessa d'être un scandale choquant pour devenir une partie de la tapisserie du village, une anecdote racontée aux nouveaux arrivants, mais acceptée par les locaux. Geneviève, la grand-mère-mère, devint une figure familière, vue en train de pousser une poussette, puis, plus tard, de courir après un petit garçon aux cheveux sombres et à l'énergie débordante. Les gens s'habituèrent. Le choc fit place à une sorte de respect réticent. Ils la voyaient au parc, apprenant à Léo à faire de la balançoire, avec sa patience infinie. Ils la voyaient à la bibliothèque, lui lisant des histoires avec sa voix calme de professeur. Ils voyaient une mère dévouée, et c'était quelque chose que même l'esprit le plus conservateur pouvait comprendre et respecter. Léo était un enfant heureux et sociable. Il avait les yeux de son père et le sourire de sa mère. L'absence d'une figure paternelle était une question pour l'avenir. Pour l'instant, l'amour de sa mère était son monde entier. Et le monde de Geneviève, c'était lui. Sa relation avec ses enfants guérit lentement, comme une fracture complexe. Les visites devinrent plus fréquentes et moins tendues. Camille, la plus dure, fut celle qui mit le plus de temps à céder, mais même elle succomba au charme de son petit demi-frère. Ses enfants, les petits-enfants de Geneviève, adoraient leur oncle Léo, le traitant avec un mélange de fascination et d'affection protectrice. La famille se reconfigura autour de ce petit centre de gravité, trouvant un équilibre nouveau et inattendu. Geneviève vieillit, bien sûr, de nouvelles rides apparurent, et ses mouvements devinrent plus lents. Il y avait des jours où l'épuisement la gagnait, où elle se demandait si elle aurait la force de voir Léo devenir un homme. Mais alors Léo accourait dans ses bras, lui apportant une fleur cueillie dans le jardin ou un dessin coloré, et son énergie se renouvelait. Il était son élixir de jouvence, sa raison de se lever chaque matin. L'argent de l'île continuait d'arriver, ponctuellement, chaque mois. Une présence fantôme, une promesse silencieuse. Geneviève n'essaya jamais de prendre contact. L'orgueil, ou peut-être la peur du rejet, l'en empêchait. Julien avait fait son choix, et elle avait fait le sien. Choisir le bonheur possible, au lieu de languir après celui qui était parti. Sa vie n'était pas celle qu'elle avait prévue, ni celle que la société attendait. C'était quelque chose d'unique, construit sur les ruines d'une vie ancienne. Et c'était une belle vie. Une vie remplie par le son du rire d'un enfant, par l'odeur de la terre du jardin, par l'amour serein de celle qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Assise sur sa véranda en fin d'après-midi, regardant Léo poursuivre les papillons parmi ses roses, Geneviève ressentait une paix profonde. Elle était renée, non seulement en tant que mère, mais en tant qu'autrice de sa propre et extraordinaire histoire. Le jour où Léo fêta ses 4 ans, une enveloppe différente arriva. Elle était plus épaisse que d'habitude, et le cachet était toujours de l'île. Mais cette fois, au dos, il y avait un nom et une adresse d'expéditeur. Julien Moreau. Le cœur de Geneviève fit un bond. C'était la première fois en 4 ans qu'elle voyait son nom écrit. Les mains tremblant légèrement, elle attendit que Léo s'endorme pour sa sieste de l'après-midi pour l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il y avait une lettre de plusieurs pages, écrite de la même calligraphie qu'elle connaissait si bien, et une photographie. La photo était celle de Léo, une que Sophie avait récemment publiée sur les réseaux sociaux, lors du pique-nique d'anniversaire au parc. Julien l'avait imprimée. Elle lut la lettre, son regard parcourant les lignes hâtives. « Ma chère Geneviève, je sais que 4 ans, c'est long pour un silence. Aucune excuse ne suffit pour ma lâcheté. J'ai fui. J'ai fui la peur, le jugement, la responsabilité. J'ai été faible, et j'ai vécu avec cette honte chaque jour. Je suis venue dans le Nord et j'ai travaillé. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, pour ne pas avoir le temps de penser. Mais je pensais toujours, à toi, au bébé. J'imaginais comment vous seriez, si vous alliez bien. L'argent était la seule chose que je pouvais faire, ma pénitence à distance. J'ai vu cette photo, Sophie l'a publiée. Notre fils, il s'appelle Léo. C'est un joli nom. Il me ressemble. Et il a ton sourire. Geneviève, j'ai changé. Ou peut-être que j'ai grandi. J'ai construit une vie ici. J'ai ma propre entreprise. Petite, mais stable. J'ai acheté une maison. Mais c'est une maison vide. La seule chose qui m'ait rendu heureux dans la vie, c'était cette maison en pierre à Sainte-Marie-la-Vieille, avec toi.
Je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, ni même de te demander pardon, mais je dois te poser la question. J'aimerais le rencontrer. J'aimerais connaître mon fils. Je ne veux pas envahir votre vie, ni tout chambouler à nouveau. Si tu dis non, je comprendrai, et je disparaîtrai pour toujours. Mais s'il y a une petite chance, j'aimerais essayer, avec tout mon amour, pour toujours, Julien. Geneviève posa la lettre sur la table de la cuisine. Les larmes qui coulaient n'étaient ni de tristesse, ni de colère. C'était une émotion complexe qu'elle ne parvenait pas à nommer. C'était la fermeture d'un cercle, la résolution d'une mélodie restée en suspens. Elle regarda par la fenêtre le jardin, où la balançoire que Julien avait installée était toujours accrochée au grand mûrier. Léo s'était réveillé et jouait avec un petit camion en bois, faisant des bruits de moteur avec sa bouche. Il était réel. Il était heureux. Il était complet. Elle ne savait pas ce qu'elle allait répondre. Le retour de Julien apporterait de nouvelles complications, de nouvelles questions. Mais la peur qui la paralysait autrefois n'existait plus. Elle avait construit une belle vie pour elle et son fils, une vie qui ne dépendait pas de sa présence ou de son absence. Elle était forte, elle était libre, elle prit la lettre, son cœur étrangement calme. L'avenir n'était plus un abîme effrayant, mais un horizon ouvert. Quelle que soit sa décision, ce serait la sienne, prise non par solitude ou par besoin, mais par choix. L'avenir de Geneviève et Léo restait une page blanche, un témoignage que l'amour et le courage peuvent redessiner n'importe quel destin. Si cette histoire a touché votre cœur, si le parcours courageux de Geneviève vous a inspiré, s'il vous plaît, laissez un like pour nous montrer votre soutien. Partagez vos impressions et vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous adorerions savoir ce que vous avez ressenti. Et, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour plus de récits qui nous rappellent l'extraordinaire et imprévisible complexité de la vie. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.